aborder la thématique d'investissement Chine dans un contexte de révision à la baisse des objectifs de croissance des grandes banques qui anticipaient effectivement une réouverture plus forte et plus dynamique de l'économie chinoise. Le gouvernement a fait des annonces d'un potentiel soutien à son économie, mais le soutien monétaire reste pour le moment de son côté assez léger, dans un contexte où l'exécutif chinois reste sur une perspective de croissance aux alentours des 5%. Comment donc aborder l'idée d'investissement sur les marchés chinois? Nous avons posé la question il y a quelques jours à Joachim Jean, gérant Action asiatique et thématique chez Mansartis, qui nous partageait ces scénarios. Regardez. La Chine est une thématique très intéressante, ne serait-ce que par sa croissance qu'elle propose. Aujourd'hui, on le voit, il y a des doutes sur le marché chinois, mais lorsqu'on regarde la croissance qui est attendue cette année, on est à peu près sur un PIB attendu en croissance de 5,5%. Donc on est sur des niveaux bien plus élevés que les autres économies développées. Et on a des thématiques sous-jacentes structurelles au marché chinois qui sont très intéressantes aussi. Lorsqu'on est stock picker, on va regarder par exemple des thématiques qui sont liées à la consommation domestique. En fait, hier, on regardait la Chine un peu comme l'usine du monde. Aujourd'hui, on la regarde avec une vraie force de consommation. On a une classe moyenne émergente qui progresse, qui a des revenus beaucoup plus élevés, un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Du coup, on a des thématiques sur la consommation qui sont très intéressantes. C'est pour ça que, je me répète, je pense qu'il ne faut pas céder un peu au sentiment de marché à court terme qui est lié aux actions chinoises. Il faut regarder aussi ce qu'offre demain le marché chinois pour des investisseurs long terme. Pas mal d'analystes revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine. Ce que vous nous dites, c'est que n'oublions pas qu'on parle de 5% de croissance quand même et que c'est pas si mal. Voilà. C'est mieux qu'ailleurs, c'est ça. Exactement. Alors il y a deux inquiétudes aujourd'hui sur le marché chinois. Il y en a une un peu plus court terme, c'est la vigueur de la reprise. Je pense que tout le monde a pris un peu le pas sur une euphorie lorsqu'on a eu le reopening qui a été annoncé. Du coup d'ailleurs on a eu un marché qui a fortement progressé. Aujourd'hui on a des statistiques économiques en absolu qui sont plutôt bonnes, mais qui déçoivent légèrement. Donc c'est ça aujourd'hui que le marché regarde. C'est un peu une déception au niveau de la reprise. Mais voilà, encore une fois, on a une croissance qui est attendue extrêmement bonne. Et une chose très importante, c'est qu'on attend surtout des mesures qui vont être annoncées par le gouvernement. La semaine dernière, on a eu quelques mesures au niveau monétaire. Bien sûr. On attend surtout un package au niveau budgétaire qui va aider justement à aider cette reprise. Sur cette réouverture de l'économie chinoise, est-ce qu'on attendait quelque chose de trop rapide ou de trop fort ? Je pense les deux, honnêtement, les deux. Et du coup, on a eu un marché chinois qui a pris 50% en 3 mois à peu près. Donc, c'est allé très vite, très fort. Ensuite, le marché s'est posé, s'est dit... Ok, il faut quand même qu'on ait des choses qui soient concrètes au niveau économique et c'est là où ça a pu décevoir un peu au niveau de la consommation et de l'immobilier. Rappelons-le, l'immobilier c'est à peu près 20-30% du PIB chinois. Aujourd'hui, on est sur un secteur qui reste avec une reprise assez timide. Bien sûr, donc, voilà, des soutiens assez timides aussi, de peur que ça passe effectivement... par l'immobilier, que la reprise repasse essentiellement par l'immobilier, ce qui effectivement pose question quand on est investisseur et on voit d'ailleurs pas mal de flux sortants quand même des investisseurs étrangers sur la thématique Chine. Oui, écoutez, le constat il est assez simple en Asie. On a d'un côté la Chine avec ses inquiétudes que j'ai évoquées, bien sûr, et de l'autre on a le Japon. Alors on est sur des économies totalement différentes, mais on est sur une proximité géographique assez proche et du coup on a un arbitrage d'investisseurs qui vont privilégier en fait un marché un peu plus défensif sur lequel on a des éléments très intéressants au niveau de la conjoncture. On a une reprise assez forte au Japon aussi. Bien sûr. Et on a surtout une banque centrale toujours très accommodante. Voilà, mais avec un espoir aussi assez intéressant d'évolution structurelle au niveau de l'économie japonaise, c'est-à-dire une sortie de cette économie déflationniste qu'on a connue ces dernières décennies, sortie d'une politique monétaire ultra accommodante et on le voit aussi surtout au niveau des entreprises, une évolution au niveau de la gouvernance des entreprises et de la manière dont sont traités les actionnaires. Et c'est ça que viennent chercher les investisseurs en arbitrant d'un marché un peu plus volatile, à risque, avec des incertitudes, vers un marché qui offre aujourd'hui des perspectives assez intéressantes au Japon. Alors ça fait plusieurs semaines, quand on regarde la performance du Nikkei, on est aux alentours de 30% depuis le début de l'année, ce qu'on peut comparer à la performance du Nasdaq Composite aux États-Unis. Est-ce que c'est toujours le moment d'investir au Japon? La question que se posent les investisseurs, les gérants, c'est le point d'entrée. Est-ce qu'il y a toujours des opportunités dans un pays comme le Japon?
Alors, il y a des opportunités malgré cette forte hausse. C'est un marché qui, ces derniers mois, était assez stable, voire baissier. Du coup, en termes de valorisation, on n'a pas de pression extrême. Il y a des choses très intéressantes, on va dire, en termes de stock picking. C'est pour ça que, je me répète à nouveau, c'est un marché de stock picker. C'est un marché qui est beaucoup moins suivi, donc un peu moins efficient que ce qu'on peut retrouver aux États-Unis et en Europe. Du coup, on va trouver des éléments intéressants à court terme. Je l'évoquais la dernière fois lorsque je suis venu sur le plateau. Il y a des éléments sur des sociétés qui se payent très peu cher, où on a une politique de retour aux actionnaires très intéressante, avec des rachats d'actions assez conséquents qui profitent justement à ces actions-là. On a également une thématique à court terme assez intéressante, c'est la reprise du tourisme au Japon. Puisqu'en fait, beaucoup de touristes chinois sont attendus dans les prochains mois au Japon et ils viennent tirer la consommation sur certains sous-segments. Typiquement. Donc la reprise chinoise, finalement, est une bonne nouvelle pour l'investissement au Japon, c'est ce qu'il faut comprendre. Exactement. Typiquement, sur cette thématique-là, le Japon est très fort dans les cosmétiques. Ils ont un pouvoir de marque très intéressant. Donc, on a les touristes chinois qui viennent consommer typiquement sur ce genre de segment-là. Donc, on a des valeurs assez intéressantes, typiquement Kao ou Kose, qui sont des leaders dans les cosmétiques japonaises, qui vont venir profiter justement de ce tourisme chinois. Et puis, à plus long terme, on a des valeurs de qualité et de croissance très intéressantes sur des thématiques de niche. On l'oublie souvent, on dit le Japon, on n'a pas de croissance au niveau économique, mais on a des sociétés très intéressantes en fait, dont la croissance est tirée en fait des autres économies. D'accord. Oui, parce que c'est un marché domestique assez petit quand même, le Japon. Voilà, c'est un marché domestique assez petit avec des tendances structurelles assez négatives. Si on regarde par exemple la démographie, on sait qu'il y a des soucis démographiques au Japon, mais derrière on a des sociétés japonaises qui vont justement opérer sur des thématiques de niche internationales. Typiquement dans le secteur par exemple de l'automatisation industrielle, où le Japon est très fort, on a des sociétés leaders comme Keyence ou Fanuc dans la robotisation des chaînes de production, ou même dans la santé, où sur des petits segments en fait, on a des parts de marché au-dessus de 50% au niveau mondial. Et là-dessus, on va avoir une croissance qui est liée par exemple au vieillissement de la population au niveau mondial. D'accord. Ouais. Et donc ça va tirer en fait la croissance de ces sociétés japonaises au-delà de l'économie domestique, qui, bien que la croissance est peu faible, justement ces sociétés vont profiter de la croissance extérieure. Donc des secteurs comme les cosmétiques, la robotisation, c'est les deux grands secteurs qu'il faut regarder actuellement au Japon, ou en tout cas où on peut trouver des opportunités. Voilà, à court terme, donc sur les cosmétiques, je pense qu'il y a des opportunités avec la reprise du tourisme chinois. Et puis à plus long terme, on a des choses très intéressantes sur l'automatisation industrielle. Quand on va sur des émergents comme ça, certains investisseurs, alors peut-être plus particuliers pour le coup, mais pourraient se dire que la meilleure manière de fonctionner, c'est un ETF, c'est une gestion passive. Quelle analyse on peut avoir d'une stratégie comme celle-là ? Exactement, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les flux récents. Les flux récents vers le Japon se sont orientés vers des ETF plutôt que de la gestion active, puisqu'il y a une notion de simplicité aussi. On va acheter l'indice directement. Et de nécessité de connaissance du marché qu'on n'a pas forcément. Voilà. Mais encore une fois, on a des gérants actifs qui vont venir faire ce travail en fait, de sélection de valeurs. Je l'ai évoqué, on a un marché peu efficient, peu couvert, donc il y a tout un travail de gestion active qui est fait. Et puis sur ces marchés-là, il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est l'ESG. Il faut faire très attention. On sait qu'il y a un retard un peu plus important par rapport à l'Europe et aussi par rapport aux États-Unis en termes ESG. Du coup, il faut avoir une connaissance, notamment au niveau de la gouvernance des entreprises. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les améliorations qui sont apportées, etc. Donc, je pense que si on veut avoir aussi une approche extra-financière, il faut privilégier la gestion active avec des fonds, notamment ISR. Sur le sujet ESG, alors effectivement, quand on regarde en Chine ou au Japon, puisqu'on parle du Japon, c'est des sujets qui peuvent venir sanctionner des sociétés sur les places de marché chinoises ou japonaises ? On le voit de plus en plus. Il y a des sanctions qui sont faites par les flux, donc des investisseurs qui sortent totalement de ce type d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés japonaises l'ont compris, c'est pour ça qu'elles essayent de rattraper leur retard, elles communiquent beaucoup plus, elles mettent beaucoup plus en place des initiatives. En Chine, on est encore un peu en retard. Et c'est là où on voit qu'il y a certains, on va dire, traumatismes liés au marché. On l'a vu récemment, par exemple, en Inde avec le scandale Adani. Et c'est là où, justement, on va dire, l'ESG est encore plus important lorsqu'on vient vraiment sur des pays émergents.
On parle de la Chine, on parle du Japon. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les flux sortants de Chine d'investisseurs étrangers et les flux qu'on peut voir sur les marchés japonais ? Alors c'est compliqué à mesurer, mais on a vu quand même des flux qui sont sortis de la Chine vers le Japon, mais on a vu également des flux qui sont sortis de la Chine pour aller sur les périphériques à la Chine, l'Inde, la Corée, la Taïwan, Taïwan qui ont plutôt bien fonctionné. Donc il n'y a pas que le Japon. Non, il n'y a pas que le Japon, mais le Japon offre aussi des opportunités intéressantes. Donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits vers ce marché-là. Il nous reste une minute. Au-delà du Japon, effectivement, quand on veut regarder les émergents, la Chine ou autre, l'Inde, par exemple, vous le mentionniez, c'est une thématique d'investissement pour des investisseurs un petit peu plus experts ou Exactement. Alors c'est un marché très intéressant, c'est un marché assez profond, on a énormément de sociétés cotées en Inde, c'est un marché qui est encore un peu moins suivi que le Japon ou que le reste de la Chine, mais c'est un marché également qui offre des opportunités de croissance assez intéressantes au niveau du PIB, au niveau de l'urbanisation et au niveau de la démographie également. On a une classe moyenne également qui est exponentielle et qui va venir consommer. Et on va dire c'est également un pays qui profite un peu de ce qu'on peut voir en Chine, c'est-à-dire une défiance à l'égard du gouvernement chinois qui est peut-être dans une optique de contrôler un peu plus le secteur privé. On a quelque chose d'un peu plus libre au niveau de l'Inde. Donc voilà, on a aussi des flux qui sortent de la Chine pour aller vers l'Inde. Voilà, c'était Joachim Jean, donc gérant actions asiatiques et thématiques chez Mansartis, qui nous partageait ses scénarios économiques sur la Chine, mais aussi sa vision du cas d'investissement en Chine. Merci à vous d'avoir suivi Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.